Bienvenue dans la matrescence, vous écoutez l'épisode 92 de la saison 4. Bonjour à toutes et bonjour à tous. La matrescence, c'est la contraction des mots maternité et adolescence pour expliquer la naissance d'une mère. Et si vous voulez en savoir plus, il suffit d'écouter le premier épisode. Dans ce podcast, on parle du postpartum, du 4e trimestre, de la joie d'être parent, mais de ses difficultés aussi. Bref, on parle de la vie. La matrescence met en avant des femmes et des hommes qui racontent, expliquent et donnent une autre définition à la parentalité. Je suis Clémentine Sarlat, la créatrice de ce podcast. Je suis journaliste de formation dans le sport, à la télé, rien à voir, mais je suis aussi professeure diplômée de yoga pré- et postnatal. Et puis surtout, je suis maman de 2 petites filles. Bonjour, je m'appelle Ella Maria Val et j'ai une petite sœur qui s'appelle Jasmine. Et j'ai 3 ans. Et bienvenue dans la matrescence. Au revoir. La matrescence transforme la vie des mères, des pères, mais surtout des familles dans leur ensemble, alors parlons-en. Ici, pas de tabou, je vous propose une conversation intime, remplie d'émotions et d'informations. Je voulais vous dire, vous le savez, ce podcast a vocation à vous aider. Maintenant, il est important de se rappeler que c'est à vous de faire le tri parmi les informations entendues. Vous êtes les acteurs de votre parentalité, à vous de piocher dans ce qui vous plaît. Si vous aimez ce podcast, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un commentaire et le must à mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute. Et psst, vous savez quoi ? Vous pouvez maintenant faire partie de la communauté de la matrescence sur Patreon. À quoi ça sert et qu'est-ce que c'est ? C'est simple, ça sert à soutenir ce podcast. Vous pouvez l'aider financièrement à se développer en faisant un don chaque mois. En échange, vous aurez accès à des bonus et à tout un tas de contreparties en exclusivité. Rendez-vous sur le site www.patreon.com Patreon/Clémentine Sarlat. Cette saison, j'ai envie de m'intéresser un peu plus souvent au couple parental dans son ensemble. C'est pour cette raison qu'à partir d'octobre 2021, une fois par mois, un couple de tous horizons et origines racontera à mon micro leur secret sauce pour évoquer le chemin parcouru depuis l'arrivée de leur bébé. Cette semaine, j'ai demandé à Ilana Weisman, sociologue et autrice du livre « Ceci est notre postpartum », d'évoquer les racines du déséquilibre qui peut peser dans un couple hétérosexuel largement construit sur un modèle patriarcal. Ilana évoque les injonctions à la maternité sacrificielle qui tuent à petit feu les mères qui tentent de répondre à des normes irréalistes et comment cela peut peser dans un couple où tout repose sur la figure maternelle. On évoque le féminisme, le lesbianisme, la difficile déconstruction des partenaires qui ne voient souvent pas les inégalités auxquelles nous les femmes pouvons faire face. Alors un grand merci à Ilana pour sa transparence et son honnêteté. Je vous souhaite une très bonne écoute. Salut Ilana. Salut Clémentine. Je suis hyper contente de te recevoir parce qu'on s'est un peu raté quand ton livre est sorti, donc je suis ravie de pouvoir t'inviter dans ce podcast et parler de choses qui me tiennent à cœur et à toi aussi je sais. Alors je vais te poser la première question que je pose quasiment à tout le monde. Est-ce que déjà tu as eu la sensation de vivre une matrescence et est-ce qu'avoir eu un enfant ça a changé quelque chose dans ta vie ? Oui, alors c'est au bas mot, ça a bouleversé ma vie évidemment. J'ai effectivement, déjà le concept de la matrescence, je l'ai rencontré en faisant les recherches sur mon essai sur le postpartum et je trouve ça très parlant puisqu'en effet on pense pas au changement identitaire qu'implique cette rentrée dans ce rôle de mère. Alors sur le plan individuel, mais aussi ce que ça représente en termes de représentation, en termes de ce que l'extérieur attend de soi en tant que mère, et voilà le rôle de mère dans nos sociétés qui est quand même un rôle très large, très injuste, qui est fait de multiples injonctions, notamment l'injonction au sacrifice, à l'abnégation, qui sont pas des qualités naturelles des mères, mais des choses qu'on a construites avec le temps et auxquelles on doit répondre et qui est extrêmement discriminant finalement et injuste au quotidien. Donc effectivement, j'ai rencontré une matrescence et j'ai aussi rencontré, on va dire, le feu féministe en devenant mère, même si je l'étais avant. Mais c'est vrai que
devenir mère et me rendre compte finalement de tout ce qui pesait sur les femmes, et là en l'occurrence les mères, mais c'est un petit peu enfin, la mère, c'est un peu voilà, comme on a cette assignation sociale très forte à devenir mère, le jour où on le devient, on se sent vraiment matraqué de tout ce qui incombe aux femmes au-delà de ce statut de mère-là, et je l'ai ressenti de façon très violente. Ouais. Est-ce que ce chamboulement que voilà, on vit quasiment toutes et tous, ça a creusé ou créé des inégalités dans ton couple et sa dynamique? Oui, c'est vrai qu'avant de devenir mère, je pense que j'étais moins consciente des dynamiques enfin, des disparités finalement qui pouvaient exister entre les genres, donc entre mon conjoint, moi je suis dans un couple hétérosexuel, donc vraiment, je crois que l'entrée en maternité, donc en parentalité pour nous deux, a effectivement creusé des inégalités, m'a fait prendre conscience d'inégalités qui étaient vraiment intrinsèques à ce qu'on attend des mères en comparaison à ce qu'on attend ou ce qu'on attend à peine finalement des pères. Et, euh, et même si je ne suis pas la plus mal lotie, mais on va pas jouer à ce jeu de moi, mon mec, ça va, il est déconstruit, ou ça va, il fait sa part. Il y a de toute façon, quoi qu'il arrive, des inégalités qui se mettent en place de façon plus ou moins consciente. Et c'est vrai que souvent, même j'ai des discussions avec mon conjoint et il ne se rend même pas compte en réalité de ces inégalités-là, parce que c'est quelque chose qui est un peu un état de fait, qu'il ne questionne pas lui parce qu'il est privilégié dans cette relation-là. Et malheureusement, c'est toujours à celles qui ne sont pas, ou ceux qui ne sont pas privilégiés et qui vivent les discriminations, à avoir l'œil dessus et ensuite à essayer de les déconstruire, essayer d'aménager un peu cet espace-là. Mais effectivement, ça a creusé certaines inégalités. Alors, notamment, c'est moi qui ai mis entre parenthèses mon activité. J'étais en doctorat à ce moment-là. J'ai pris le congé maternité parce que voilà, c'est comme ça. Moi, où je vis à Tel Aviv en Israël, on a 3 jours de congé paternité, donc congé coparent. Et comme voilà, le plus gros revenu provenait de mon conjoint, évidemment, c'est moi qui ai dû mettre entre parenthèses mon activité. Et ce qui s'est passé ensuite, c'est que étant la personne, finalement le parent référent dans cette relation à l'enfant, il y a plein de choses, plein de mécanismes, plein d'habitudes qui se sont mises en place pendant ce temps-là, pendant le temps, moi j'étais quasiment 1 an avec mon fils. C'est un peu long, mais du coup, c'est vrai qu'il y a plein d'habitudes comment est-ce que je compose les repas de mon enfant, quelles sont les activités auxquelles je vais voilà, quelles activités je vais faire pour lui, comment est-ce que je vais un petit peu faire sa garde-robe, enfin un peu toutes ces petites choses du quotidien qui, mis les uns à la suite des autres, sont des grosses charges domestiques, parentales, charge mentale aussi qui va avec. Et c'est vrai que tous ces mécanismes-là, toutes ces habitudes, c'est moi qui les ai prises. Et aujourd'hui, mon fils a 3 ans et demi, et il y a plein de choses que mon conjoint ne sait pas encore faire, ou partiellement, ou alors il va me demander, attends, qu'est-ce qu'on met dans le sac pour la crèche, pour la maternelle, maintenant il vient d'entrer à la maternelle, et c'est vrai que tout ça, c'est moi qui est devenue un peu l'experte de l'enfant, et du coup ça creuse ouais, pas mal d'inégalités en termes de répartition de la charge parentale. Et ça, tu l'expliques simplement par le fait que toi, tu as pris une année de congé parental et que lui, forcément, il est retourné à ses habitudes d'avant, il n'y a pas eu vraiment de coupure dans sa vie. Complètement, c'est complètement ça. Il y a beaucoup de personnes qui vont essentialiser le rôle des mères et des pères et qui vont dire que oui, c'est parce que les mères sont faites pour ça et puis elles ont porté l'enfant, donc elles ont un lien privilégié avec l'enfant. Alors peut-être en partie, il y a quelque chose de l'ordre de la corporéité et de l'ordre de la fusion avec l'enfant et ce fameux 4e trimestre, etc. Mais je pense très sincèrement que ce sont surtout des constructions sociales, et que si le père, quand dans un couple hétérosexuel, est mis au contact de l'enfant et fait sa charge depuis le premier jour de l'enfant, la répartition des tâches serait beaucoup plus égalitaire, et il n'y aurait pas du tout de différence entre les deux parents. Donc oui, je pense que le congé joue un énorme rôle dans ces disparités-là. Il y a un point qui est hyper intéressant quand on discute entre femmes, je pense, des couples, et notamment dans les couples hétérosexuels, c'est qu'on se rend compte que c'est pas une problématique personnelle, c'est sociétal. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce que ça englobe et ce que ça veut dire? Oui, c'est vrai que très souvent, on va vivre les choses chacune, enfin les mères, de façon très isolée. Moi, je parle beaucoup, enfin un de mes chevals de bataille, c'est le postpartum, mais ça peut être pris aussi dans le cadre de la grossesse, de la parentalité, de tout ce qui suit même le postpartum. Et c'est vrai qu'on est tout un petit peu isolés dans nos expériences, en se disant que ben, les problématiques qu'on vit, elles sont individuelles, les défaillances qu'on vit, elles sont individuelles, c'est un peu de notre faute si ça se passe de telle ou telle façon. Alors qu'en réalité, quand
voilà, quand on prend un peu de distance et qu'on se rend compte qu'on a affaire à des schémas très très précis en termes de maternité, en termes de parentalité depuis des siècles, voire des millénaires, on a vraiment en fait, il faut prendre la conscience en fait que ce ne sont pas nous qui individuellement faisons mal ou faisons de travers, c'est bien en fait avec tout ce que ça impose aussi de culpabilité quand on ne fait pas exactement comme il faut ou quand on ne répond pas exactement à ce qui est attendu de nous, et qu'en réalité c'est juste des attentes qui sont inatteignables et on met sur les épaules des mères des charges qui sont inconciliables. Enfin, n'importe qui, voilà, c'est pour ça qu'on a un taux énorme de dépression postpartum, qu'on est à presque à une femme sur 5, sachant que je suis persuadée que c'est très sous-diagnostiqué, qu'on a des burn-out, qu'on a des difficultés maternelles très très larges, et tout ça, ça ne vient pas de nulle part. C'est que socialement, il est attendu des mères des montagnes de sacrifices et de travail, et qui n'est pas attendu des pères, tout simplement. Donc oui, c'est un schéma social très particulier. Et qu'est-ce qui pèse le plus sur les femmes en termes... tu dis que ce qu'on demande aux mères, c'est infaisable en fait pour n'importe quel être humain. Bah, ça commence en fait dès la naissance de l'enfant. Donc c'est vrai que d'abord on sort d'un accouchement, donc on est à la suite d'une grossesse, d'un accouchement qui nous a diminué physiquement, on est en convalescence physiquement, et on est attendu sur d'abord se remettre très vite de ces événements qui peuvent être traumatiques pour le corps et pour l'esprit, ou même si c'est pas traumatique, ils sont très bouleversants. Et on en sort en fait en ayant, ok, alors on a le chantier de nous se remettre de tous ces événements-là, et dans le même temps de s'occuper d'un petit être qui attend absolument tout de nous, qui est complètement vulnérable. Donc on est en fait avec 2 personnes extrêmement vulnérables, et sur l'une d'elles, donc sur la mère, va peser toute la charge du soin à l'enfant, que ce soit, alors voilà, on parlait des congés, mais quand on est seul avec le bébé dans les premières semaines et les premiers mois, c'est extrêmement complexe, et en plus on est moi je dis qu'on est abandonné, même par les pouvoirs publics, par les politiques de santé publique, qui ne sont pas à notre chevet, qui devraient vraiment nous accompagner de façon extrêmement proximale, pour qu'on puisse essayer de vivre ça au mieux. Ça ne veut pas dire que ce serait pas difficile avec plus d'accompagnement, mais déjà ça nous déchargerait largement, qu'on ait et nos conjoints et le coparent et les services de santé, enfin, des politiques de santé publique qui vraiment nous accompagnent. On pourrait vivre nos expériences de postpartum et de parentalité beaucoup plus sereinement. Et dans les chiffres, on sait ce que ça représente pour les mères? Oui, alors c'est vrai que c'est les derniers chiffres de l'INSEE, et ils datent, je crois, de 2011, donc mais bon, Oui. c'est plutôt récent, mais c'est vrai qu'en fait, quand on regarde les chiffres sur les dernières décennies, il y a vraiment des évolutions mais minimes, c'est-à-dire qu'en termes de charge parentale, on est encore à plus de 70% qui incombent aux mères. Et en termes de charges domestiques, si on parle de la gestion du foyer, du ménage, des courses, tout ce qui vraiment est relatif au foyer, on est à près de 80% de charges pour les mères. Donc on est vraiment dans des schémas qui ne bougent pas. Et on a un petit peu cette illusion, parce que les médias vont mettre un peu en avant parfois des pères modèles. Voilà, il y a quelques pères qui sont très représentés médiatiquement, qui prennent leur part à la parentalité, et puis un peu, voilà, c'est les bons élèves, et du coup c'est un peu l'arbre qui cache la forêt, on va dire, mais regardez, les pères sont investis, ou alors c'est vrai que dans les représentations aujourd'hui, un père qui s'investit auprès de son enfant, c'est quelque chose qui est valorisé. Alors que à l'époque de mon père ou mon grand-père, ça ne l'était pas. Les pères prenaient leur place beaucoup plus tard dans la vie de l'enfant. Et c'est vrai que cette idée en fait des représentations qui évoluent est complètement en décalage avec la réalité des chiffres. Et en réalité, si on ne met pas en place via des politiques publiques, que ce soit, voilà, un congé parental égalitaire entre les 2 parents, de même durée, rémunéré au même taux, en réalité, enfin voilà, sur le terrain, ça ne changera pas. Donc moi, je veux bien qu'on dise, oui, les pères aujourd'hui sont un peu plus investis, ils s'intéressent aux enfants, ok, mais en fait, dans les chiffres, on est toujours complètement discriminés sur ce plan-là, nous les mères. Et ce serait quoi le premier réglage à faire? Bah, je pense, moi je parle beaucoup du congé, alors je sais que c'est pas non plus la botte magique, il y a plein de choses, enfin, faire évoluer les mentalités, faire bouger des schémas de représentation qui existent depuis vraiment une éternité. C'est pas quelque chose qui se fait du jour au lendemain, c'est quelque chose qui est extrêmement complexe, extrêmement long et laborieux. Mais tant qu'on n'a pas, alors un congé égal entre les deux partenaires, tant qu'on n'a pas des politiques de santé publique qui accompagnent réellement les mères, et aussi, ça c'est 2 pans sur lesquels je cherche à faire du lobby, je cherche à mettre en avant, mais on a aussi tout un schéma de la mère qui est à déconstruire, qui existe dans notre culture, dans la culture populaire, dans la culture classique, de la mère sacrificielle, de la mère qui est faite pour ça,
Et ça, alors là, franchement, je ne sais pas quand est-ce qu'on pourra démonter ce truc-là, mais vraiment l'idée finalement que par essence, les femmes, les mères sont beaucoup plus bienveillantes, sont celles qui procurent les soins, sont celles qui procurent toute la charge émotionnelle. Tant qu'on aura essentialisé ces traits de caractère-là, qui sont en fait, encore une fois, complètement construits socialement, on n'en sortira pas. Là, on a beaucoup discuté au final de ce que ça représente dans un couple hétérosexuel. Parce que la souffrance majoritairement chez les femmes, elle vient dans ces schémas-là. Tu partages beaucoup sur ces notions-là sur les réseaux sociaux et aujourd'hui, il y a le compte de Je suis Gwyn qui a voulu mettre en avant ça sur les différences et surtout, je pense que c'était un peu un cri de dire on vous soutient dans les femmes, dans ces schémas hétérosexuels. Elle explique que même si ton couple il est égalitaire, même si ça se passe de manière la plus saine possible à l'intérieur de ton foyer, sans qu'il y ait la chape de plomb du patriarcat, à partir du moment en tant que femme où tu mets le pied dehors, c'est fini. Il y a tous les millénaires de patriarcat qui te tombent dessus. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que c'est... on peut se sortir de ce schéma-là en foulant l'espace public ou c'est impossible d'y échapper? Je pense que la chape de plomb du patriarcat, elle est pas qu'en dehors, elle est aussi au-dessus de nos têtes en couple hétérosexuel. Et ce que la personne qui tient le compte Je suis Gwyn relevait, c'est que de toute façon, nous, ce qu'on peut faire en couple hétéro, ce sont simplement, en tout cas en l'état actuel, ce sont simplement des aménagements, mais on pourra jamais sortir des inégalités, on pourra jamais sortir du fait que les hommes hétérosexuels sont privilégiés dans nos sociétés, dans une société hétéronormative et dans un système dans le système patriarcal tel qu'il est. Et finalement, c'est vrai que c'est rigolo. Parfois, j'ai souvent des personnes qui m'écrivent tu dois aussi connaître ça avec ton compte. Oui, moi, ça va. Dans mon couple, franchement, c'est égalitaire. Il n'est pas comme ça. C'est un peu, chez moi, ça va. C'est chez les autres que c'est peut-être plus compliqué. Mais alors, d'abord, même si dans ton couple, c'est un peu plus égalitaire qu'ailleurs, tant mieux pour toi, mais ça ne veut pas dire qu'ailleurs, c'est la panacée. Et encore une fois, même dans les couples qui, de prime abord, paraissent plus égalitaires, il y a toujours des inégalités dans les sociétés dans lesquelles on vit. Il y a toujours... Voilà, c'est ce que Colline Charpentier... je suis tombée sur un de ses posts sur Twitter. Elle écrivait que... oui, moi je veux bien que tu dises ça, mais après quand on regarde dans le détail, si vraiment on va fouiller dans le couple en question qui dit être très égalitaire, qui est-ce qui a mis sa carrière entre parenthèses quand l'enfant est arrivé? Qui est-ce qui a plus, dans les statistiques, vraiment encore une fois dans les pourcentages, même si c'est pas du 30-70, ça va être du 60-40, ou de toute façon, il y aura toujours des pans, que ce soit sur la charge domestique, sur la charge parentale, sur qui va freiner sa carrière ou son évolution salariale. Il y aura toujours des inégalités et ça, on ne peut pas s'en dépaître en l'état actuel des choses. Vraiment, il faut des changements de société profonds pour qu'on en sorte. Donc, il faut vraiment garder à l'esprit qu'il ne faut pas individualiser le problème et dépolitiser le problème. C'est Juliette Drouard a sorti un essai tout récemment qui vient de sortir de l'hétérosexualité. On a eu un petit débat sur Instagram à ce sujet. Alors, pas l'hétérosexualité dans le sens de l'orientation sexuelle, mais sortir du schéma, vraiment d'un système hétérosexuel qui, encore une fois, de toute façon, a en son sein des dominants et des dominés, les dominants étant les hommes, les dominés étant les femmes et les minorités de genre. Je précise juste que Colline Charpentier, elle est prof d'histoire, mais elle a écrit un livre qui s'appelle Ta pensée A. Elle a un compte sur les réseaux sociaux où elle parle de charge mentale et c'est très intéressant pour se rendre compte que nous ne sommes pas seuls. Et je parle en tant que femme puisque ça pèse majoritairement malheureusement sur les femmes, la fameuse charge mentale. Et c'est vrai qu'en ce moment, il y a tout un courant qui est en train de questionner justement l'hétérosexualité à travers des essais, des podcasts. Je vous recommande d'ailleurs le cœur sur la table de Victor Toyon qui est vraiment extraordinaire sur le thème. Pourquoi est-ce que tu penses que ça arrive maintenant, qu'on commence enfin à se dire peut-être que c'est pas le modèle idéal? Alors, pour un peu redonner, les pionnières sur la question, c'était le militantisme lesbien notamment, avec notamment Wittig ou d'autres qui parlaient de l'hétérotriarcat, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais comme d'un système de domination et qui ont déjà posé les jalons de ces questionnements-là, qui aujourd'hui arrivent dans les sphères hétérosexuelles, féministes hétérosexuelles.
avec tout son lot de débats enfin, ce qui est très, très, très riche et très intéressant. Et là, c'est vrai que j'ai l'impression que le féminisme fonctionne par vagues. Il y a des thématiques qui viennent, puis après une autre thématique qui fait un peu suite à une autre. Et en ce moment, c'est vrai qu'il y a énormément de projets éditoriaux sur la question du couple hétérosexuel et de ce que ça représente en fait en termes, encore une fois, d'inégalité et de discrimination, et comment en sortir, si on peut en sortir, comment est-ce qu'on peut aménager, comment est-ce que peut-être qu'on se voile la face en se disant qu'on peut en sortir et que de toute façon, il n'y a pas de liberté au sein du couple hétéro. Ça, c'est la question qui est posée vraiment. Et c'est hyper intéressant de voir en fait comment ça fonctionne par vague, où il y a des espèces d'effets comme ça, où il va y avoir un projet éditorial et puis un podcast et des comptes Instagram, et puis ça commence vraiment à bouillonner. J'aime beaucoup ça, malgré le fait que parfois ça peut y avoir aussi le pendant effet de mode, et puis ensuite on n'en parle plus et il n'y a rien qui a avancé sur le terrain, donc ça peut être un peu dommage. Mais voilà, de la même façon qu'on voit beaucoup de contenu depuis plusieurs années en France sur le féminisme et la maternité, qui est hyper intéressant, sur la question du postpartum, de la grossesse. Voilà, ça a commencé notamment avec ton podcast d'ailleurs il y a quelques années. Et voilà, donc c'est hyper intéressant de voir comment ça fonctionne par vague, et que finalement il y a une espèce de bouillonnement entre les féministes de différents bords qui vont un peu, il y a des frictions aussi évidemment, mais je trouve ça hyper stimulant ce qui se passe actuellement sur la question. C'est intéressant. Bah, d'ailleurs, je le dis juste à Juliette Droit, elle est dans le podcast du cœur sur la table, si ça intéresse d'écouter les épisodes. Mais c'est intéressant aussi de voir que la remise en question de notre modèle en tant qu'hétérosexuel, elle est amenée par des féministes lesbiennes qui disent on peut aussi faire autrement, sans dire c'est nul ce que vous faites ou on juge. C'est juste que regardez, nous on a un modèle, parce que les chiffres sont assez éloquents. Je ferai un épisode là-dessus, vous inquiétez pas, avec des lesbiennes. Mais le modèle qui marche le mieux, c'est pas le nôtre. Ouais, mais ça fait déjà un bon moment que les lesbiennes réfléchissent à ces questions-là. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a aussi des critiques sur ce qui se fait actuellement, sur cette vague-là de féministes hétéros. C'est de dire, ok, elles arrivent avec leur nouvelle discussion qui elles pensent être très innovante, alors qu'en réalité ça peut être vu par certains comme de la réappropriation des travaux des militantes lesbiennes qui ont maintenant je ne vais plus savoir dire en quelle année est-ce que les Wittig a publié, mais en tout cas ça commence à dater déjà. Mais en tout cas en rendant à César et Cléopâtre ce qui est à César et Cléopâtre, je trouve ça intéressant que ça arrive dans les milieux hétérosexuels aussi aujourd'hui. Est-ce que tu sais ce qu'on peut faire pour réinventer des dynamiques ? Ce serait quoi déjà ? Est-ce que on fait peser beaucoup de culpabilité sur le couple hétéro et c'est pas simple aussi pour les femmes qui sont en couple hétéro ? Est-ce qu'il y a une porte de sortie ? Honnêtement, je vais être la pessimiste de service, mais je crois pas. Je crois qu'en fait, on est limité dans le sens où, encore une fois, dans une société telle que la nôtre, normée telle qu'elle est normée, on n'a pas de porte de sortie, on a des soupapes et des moyens d'aération, je dirais. On a des moyens d'aménager, d'essayer de vivre de façon, dans nos couples hétérosexuels, avec des contradictions. Quand on est féministe, il y a des moments où on avale des couleuvres dans nos couples hétéros. Mais c'est vrai qu'encore une fois, on est conditionné par tellement de choses et on a grandi dans tellement de normes très particulières que c'est compliqué d'en sortir, de claquer la porte. C'est quelque chose qui peut être violent. Donc, je pense qu'il faut laisser à chacune le temps déjà de réaliser ce qui se passe. Il y a aussi beaucoup de femmes qui ne réalisent même pas qu'on vit dans des systèmes discriminatoires pour nous et de domination. Déjà, le réaliser, c'est déjà une étape. Et puis ensuite, faire son chemin, que ça signifie... je divorce, je rentre dans le courant du lesbianisme politique, ou bien j'arrête de relationner avec des hommes, ou bien je choisis le célibat, ou des moyens d'aménagement, je ne veux plus vivre avec mon mec, je veux qu'on ait 2 apparts séparés. Il y a plein de choses, c'est hyper individuel sur comment est-ce qu'on essaie d'éviter d'avoir toute la charge, par exemple, domestique sur nous. C'est Myriam Levin qui me disait ça, que le célibat, c'est un peu un angle mort dans cette question du couple hétéro, et que pour diminuer largement les charges, par exemple, de travail domestique, on pourrait avoir 2 appartements. Après, il faut avoir les moyens aussi, c'est une autre question. Mais c'est vrai chacune doit faire un peu à sa sauce et avec ses ressources. Mais je pense pas qu'on puisse s'en sortir complètement en l'état actuel des choses. Non, ce serait illusoire. Oui, Myriam Levin qui est journaliste et qui a cofondé
Chic Magazine, c'est ça? Chic Magazine. Oui, c'est ça. Ouais. Là, on a parlé un peu du côté aussi individuel et est-ce que ça représente dans un couple, mais est-ce que réellement, socialement, c'est possible de sortir de ces rapports de domination? Et si oui, qu'est-ce qu'il faut faire? Je vais te redire la même chose. Je pense que c'est impossible, honnêtement. Ouais, mais Je est-ce pense que que c'est impossible. Parce que tu penses que les pouvoirs publics, jamais ils s'en chargeront? Bah, je pense qu'on peut, encore une fois, oui, si, il faut vraiment réformer énormément de choses. Alors évidemment, il y a l'angle politique et comme je te disais tout à l'heure, je pense réellement qu'un gros levier, sont les congés parentaux. Je pense réellement que si on partageait les congés parentaux de façon égalitaire, qu'il y ait la même incidence sur les carrières des uns et des autres, ça changerait la donne. Ensuite, c'est vraiment ensuite peut-être aussi engager des discussions avec les partenaires. C'est douloureux, ça prend du temps. Parfois, ça peut être une perte d'énergie aussi parce que le propre des personnes privilégiées, c'est d'être aveugle à leurs privilèges. Et nos conjoints, les hommes en couple hétéro, parfois, enfin moi, je dis des choses à mon conjoint et j'ai l'impression qu'il tombe, enfin, qui tombe de la lune et qui me disent mais il comprend même pas en fait ce que je lui dis. C'est-à-dire, je lui explique des choses que je trouve injustes ou il dit oui, mais il va essayer de nuancer, il va essayer de minimiser parce qu'en fait, il en a pas conscience parce qu'il ne le vit pas. Et ça, c'est encore quelque chose que je trouve ultra injuste, c'est le fait que pour se sortir de ces dynamiques-là, ce sont encore les femmes qui portent cette charge-là d'instruction, de pédagogie, de réalisation déjà de ces injustices, et ensuite de faire part, de communiquer. C'est tout le temps les femmes qui vont dire, j'ai posté récemment sur Instagram au sujet des bouleversements du couple quand un enfant arrive. Et beaucoup de femmes me disaient, moi, j'ai pris l'initiative d'aller voir un thérapeute de couple, par exemple, et ce sont toujours les femmes qui vont prendre cette initiative-là, parce que les hommes ne voient pas forcément le problème. Donc, il y a toujours ce truc d'être discriminé et en plus d'avoir la charge de l'éducation à l'autre, de ce qu'on vit. Et c'est éreintant. Et ça, tu penses, ça vient de quoi? C'est rien que parce qu'ils sont dans une posture de privilégié. Ouvrir les yeux, c'est impossible? Je pense pas que ce soit impossible, mais ça demande un travail, ça demande à faire tomber son ego déjà. Et ça, c'est pas quelque chose d'humainement facile, de se remettre en question. Et c'est vraiment quelque chose qui est extrêmement complexe. Et pas seulement dans le domaine du couple hétérosexuel, se remettre en question, admettre qu'on a des privilèges, rien que ça. C'est quelque chose qui n'est pas évident. Admettre de perdre ses privilèges, c'est encore moins évident. Donc c'est vrai que souvent, que ce soit plus ou moins conscient, les hommes vont pas avoir forcément, ils n'ont pas intérêt à ce que ça change. Alors qu'ils le disent consciemment ou que ce soit vraiment complètement caché dans les méandres de leur esprit, c'est compliqué de renoncer à ces privilèges. Donc je pense que pour la majorité des hommes, ça leur convient très bien comme ça. Donc ils vont pas, enfin collectivement, les hommes ne vont pas travailler avec nous pour changer ces dynamiques-là. On va avoir quelques cas de personnes dites déconstruites, et encore, il faut être un petit peu... faut faire attention un peu à ça, parce qu'il y a beaucoup de personnes dites déconstruites qui en fait ne le sont pas du tout, c'est une espèce de façade, parce que c'est à la mode, et parce que on a certains, voilà, ils veulent choper des meufs, alors ils se disent déconstruits. Mais c'est vrai que c'est vraiment des cas individuels. Collectivement, les hommes ne sont pas prêts à renoncer à leurs privilèges, je pense, les pères ne sont pas prêts, et tant qu'on les pousse pas au derrière par des politiques publiques, ça changera pas, les mœurs ne changeront pas, les mentalités ne changeront pas. Je pensais qu'il y aurait de l'espoir dans cet épisode et là, je suis en Non train mais de dire... Clémentine, collectivement, parce que vraiment j'ai envie de prendre ça par le bout collectif. Après, dans son couple à soi, on peut essayer vraiment d'aménager, on peut essayer de discuter de façon hyper sincère, hyper franche avec son conjoint. Je dis juste que c'est compliqué pour eux de réaliser. Et si on y arrive dans son couple à vraiment aménager un espace beaucoup plus égalitaire, c'est génial. Mais surtout, ne pas venir dire, mais vous voyez, c'est possible. Parce qu'en fait, c'est extrêmement complexe et c'est encore des injonctions à se dire, regarde, celle-là, elle est dans un couple complètement inégalitaire et c'est de sa faute. Elle n'est pas capable de gérer ça avec son conjoint. Elle n'est pas capable de changer les choses. Non, c'est pas de sa faute. Encore une fois, on parle de système. Et je dis pas qu'individuellement, on peut pas faire évoluer son couple et la façon dont on vit son couple et sa parentalité. Mais collectivement, on n'est pas encore sorti de l'auberge. Je suis désolée d'être pessimiste. Est-ce que toi aussi tu ressens ça? Parce que là, personnellement, je parle dans mon couple, c'est que parfois, c'est, comme tu disais, c'est éreintant, c'est épuisant, et surtout, il y a ce truc-là, comme tu dis, la culpabilité, de te dire, mince, pourquoi dans mon couple, j'y arrive pas quand on est
autant instruite sur le sujet. Je ne vais pas dire déconstruite parce que même nous les femmes on porte des biais sexistes. Comment est-ce qu'on arrive à gérer? Comment toi tu gères au quotidien? Est-ce que ça te fait tout remettre en question parfois? Ouais, ça revient souvent, cette idée que, bon, toi, tu milites, tu as écrit un bouquin sur le sujet, ou donc tu ressens plus de culpabilité, tu te sens libérée. Je dis, bah non, pas du tout. Même parfois, c'est le contraire, parce qu'une fois que tu as réalisé ce que tu vivais, que tu réalises les inégalités, c'est tellement visible, c'est tellement tout le temps, et il y a tellement ce décalage entre ta conscience et la réalité, en fait, de ton quotidien, que ça peut en être encore plus oppressant. Parfois, je me dis, mais en fait, peut-être que j'aurais voulu ne jamais réaliser ce qui se passait au sein de mon couple ou dans mon intimité ou à l'extérieur. Peut-être que je serais plus heureuse. C'était un peu ça. Peut-être que, comme beaucoup de femmes d'ailleurs, qui peuvent être très très virulentes quand on parle de ces questions-là. Moi, c'était sur la question du postpartum, mais c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de mères qui m'ont écrit que j'étais une chochotte, que j'étais une pleureuse, que je me plaignais. Regarde, moi ça se passe très bien. N'importe quoi, vous vous inventez des problèmes, les néo-féministes, etc. Toutes ces petits sobriquets, mais c'est vraiment l'idée que finalement, une fois qu'on est conscientisé, une fois qu'on réalise ce qui se passe, on n'est pas au bout, c'est que le début. Et la culpabilité, elle est toujours là. Moi, j'ai beau savoir que c'est pas moi qui suis défaillante, que c'est pas moi qui ai un problème. Quand on me regarde de travers parce que mon fils fait une crise au supermarché, quand on me regarde de travers parce que je perds patience avec mon enfant dans l'espace public, je culpabilise, je me sens mal, je peux pleurer, je peux ne même pas avoir de répartie en face de la personne alors que je sais très bien que c'est pas de ma faute et qu'on attend beaucoup trop des mères. Malgré le fait que je sache tout ça, j'arrive pas à me défaire de la culpabilité parce qu'encore une fois, je vis dans un système particulier qui fait que voilà, les mères sont porteuses de culpabilité constamment parce qu'on attend beaucoup trop d'elles et c'est impossible à tenir. Et c'est marrant, la dernière fois j'étais au parc et je me faisais la réflexion qu'il y avait des pères qui étaient là évidemment. Et c'est fou cette image qu'ils peuvent renvoyer les pères dès qu'ils sont à s'occuper de leurs enfants. Limite c'est sexy, il y a que des attributs hyper positifs. Et je réfléchissais, je me disais, mais les mères qui sont là, jamais de la vie quelqu'un va se dire, ah, c'est sexy, elle s'occupe de ses enfants. Non, c'est normal. C'est normal et même un peu chiant, un peu Mais c'est rebutant. ça le pire, Tu vois. c'est trivial, c'est un peu ouais, les couches culottes et la morvonnée quoi. C'est vraiment bon, elle fait un sale boulot quoi. On fait le sale boulot, on n'est pas valorisé pour ça, on devrait être rémunéré pour ça. Il y a vraiment cette idée en fait de travail parental et domestique qui incombe aux mères parce que de façon naturelle, ce sont les mères qui sont faites pour ça encore une fois, biologiquement quasiment. C'est vraiment ça l'idée, c'est que biologiquement on est fait pour ça. Et quand le père va prendre sa part, même partiellement, c'est un héros. Il a changé une couche. Ma mère, je me rappelle, elle me disait, t'as de la chance, ton mari il t'aide. J'ai dit, mais comment ça j'ai de la chance? C'est complètement normal. Et il t'aide, enfin moi, je m'en fous en fait qu'on mette ce truc de il t'aide. Mais en fait, c'est pas, je ne veux pas qu'il m'aide, je veux qu'en fait qu'il ait exactement plus ou moins la même charge de travail que moi concernant l'enfant. Donc cette idée c'est un peu voilà la cerise sur le gâteau, mais c'est vu comme oui, ce sont des héros et voilà il a un papa avec un porte-bébé. Oh mon Dieu, qu'est-ce que c'est beau, qu'est-ce que c'est. Non mais enfin c'est complètement normal, c'est son parent. Enfin, voilà, ça devrait pas être complètement héroïsé et romantisé. Et ça, tu penses, ça vient d'où? Du fait que automatiquement un père on appelle ça le dad blessing. Est mis en avant et remercié par la société de prendre, d'oser prendre en charge des enfants, et que pour les mères, c'est même extrêmement dévalorisant finalement. Ça vient du fait que les pères ne sont pas attendus là-dessus. Donc s'ils le font, c'est du bonus. Les mères sont attendues sur tout ça. Donc quand elles le font, c'est normal. Donc c'est vraiment ça, c'est une histoire d'attente. Les mères sont attendues sur tout ce qui concerne la charge parentale. Donc, quand on voit des mères dans l'espace public ou ailleurs s'occuper de leurs enfants, bah, elles sont dans leur rôle, elles sont dans ce qui est attendu d'elles. Pourquoi est-ce qu'on va les valoriser ou leur dire waouh, c'est génial, bravo? Non, c'est juste normal. C'est vu comme quelque chose de complètement naturel. Et les pères, eux, oui, vont recevoir tous les compliments, tous les regards. Très souvent, c'est les petites dames plus âgés qui vont regarder les pères comme ça de oh la nouvelle génération quand même, ils sont super, ils s'occupent de leurs enfants. Il y a un peu cette vision déformée parce qu'encore une fois dans les faits la charge est toujours très très mal répartie, mais c'est vrai que c'est une histoire d'attente, c'est vraiment ça. La mère est vue comme le parent référent et point. Et est-ce que tu penses que
le couple, il peut sortir indemne finalement de toutes ces relations? Parce que là, on parle beaucoup que ça pénalise les mères, mais est-ce qu'au final, les pères aussi, ils sont pas un peu perdants dans l'histoire? Je pense que oui, les pères sont perdants dans l'idée que je pense qu'un père qui s'occuperait de son nourrisson pourrait développer aussi des liens très forts, très fusionnels avec son bébé. Je pense que ils peuvent perdre voilà dans cette intimité-là, même si ça peut se réparer derrière. Je pense que le couple en prend un coup effectivement. Là, c'est vrai qu'on parle individuellement enfin, on parle de la classe sociale des mères, mais le couple en prend. Enfin, c'est marrant. Enfin, c'est pas marrant, mais enfin, dans la façon de parler. Mais tous les témoignages que j'ai eus suite à mon post sur l'arrivée de l'enfant, qui serait un peu le trou noir du couple, qui absorbe un peu tout. Il y a eu énormément, je pense que 70% des réponses avaient un rapport avec la charge parentale et la charge mentale, ou le fait qu'une fois l'enfant arrivé, on a tellement, tellement, tellement de fonctions à remplir, de choses à faire, qu'évidemment que ça tue le couple. Alors la routine, la fatigue, d'être aussi rancunière, enfin, il y a de l'énervement, il y a de la colère, parce que face à l'injustice, il y a forcément de la colère, que ce soit conscient ou pas, hein. Parfois, on peut avoir Parfois, je me rends compte que je vais avoir une attitude passive-agressive et je me dis, oh, je suis pas sympa, pourquoi est-ce que j'ai réagi comme ça? Non, mais c'est parce qu'en fait, ça fait 1 heure que je me traîne le petit à la plage et que tu m'as pas aidé à faire. C'est vraiment ce truc-là, en fait, on va passer après pour des harpies, alors qu'en fait, une accumulation de tâches et de petites injustices, hein. C'est pas forcément la grosse injustice, c'est l'accumulation des petites injustices du quotidien qui se mettent les unes à la suite des autres et qui vont mener à des séparations, à des couples qui s'entendent plus, qui s'aiment plus, qui ont de la rancune. Enfin, vraiment, ça abîme la relation de couple, clairement. Et puis même sans toutes ces problématiques de disparité, de toute façon, l'arrivée d'un enfant dans un couple, c'est hyper perturbant, c'est hyper bouleversant en soi, parce qu'on change individuellement, parce que les dynamiques changent, parce que notre relation à notre partenaire change avec l'arrivée de l'enfant, tout est décentré. Donc si on y ajoute toutes les charges et toutes les injustices que vivent les mères, bah, c'est un peu un cocktail Molotov, ouais. Est-ce que toi, tu as la sensation que tu peux réussir à vivre une relation apaisée, du coup, avec le père de ton fils? Ou c'est un défi Oui, quotidien? mais c'est un défi et c'est du travail quotidien. Et encore une fois, voilà, j'ai pas du tout envie de jouer celle qui dit oh moi dans mon couple ça va bien. Mais, enfin, je pense que je ne suis pas la plus mal lotie quand je regarde ce qui se passe ailleurs ou des amis ou des témoignages que je peux lire en ligne, etc. Il y a quand même il y a une égalité dans certains champs, dans d'autres pas du tout. Et on essaie d'en parler au maximum, de communiquer là-dessus, de réparer certaines injustices. Après, encore une fois, on peut pas. Il y a des choses qui, de toute façon, sont irréparables. Encore une fois, sur voilà le congé, les évolutions de carrière, etc. C'est moi qui ai mis encore une fois mon évolution entre parenthèses pendant cette année-là. Et puis, donc, il y a des choses qu'on peut pas réparer, mais en tout cas, on essaye. Et en plus de ça, encore une fois, sans parler de toutes ces inégalités-là, il y a de toute façon l'arrivée de l'enfant qui, moi, pour nous, en tout cas, ça a été encore aujourd'hui. J'ai pas trouvé l'équilibre. J'ai pas trouvé l'équilibre. Il y a plein de fois où je sens qu'il y a comme un mur entre nous sur certains points d'incompréhension, où je lui parle de certaines choses et ça lui passe au-dessus parce qu'il comprend pas, il arrive pas à appréhender. C'est genre, mais de quoi elle me parle, quoi. Je le sens, je le vois dans son regard. Et du coup, je laisse tomber. Je vais en parler ailleurs. Je vais en parler à des copines. Je vais décharger ailleurs. Mais c'est vrai que je pense qu'au quotidien, avec les années, etc., c'est des petits coups de canif à la relation et ça peut être dangereux, effectivement. Et c'est un équilibre à chercher tout le temps. Et encore une fois, peut-être qu'on se voile la face, peut-être qu'il n'y a pas de solution miracle, il y a des compromis, etc. Et moi, j'en suis au point où on essaie toujours de trouver l'équilibre, mais c'est complexe. Alors, est-ce que tu dirais que tout le travail que tu fais, qu'on fait, que plein de femmes et d'hommes quand même font, c'est pour la génération d'après, pour nos enfants? Je crois que même celles d'après sont dans la même situation. Non, mais oh, voilà, je suis vraiment la pessimiste de service. Mais je pense vraiment que ça va être un travail de plusieurs générations et il faut pas lâcher le morceau. C'est ça le pire, c'est que faut continuer à s'accrocher, à faire du lobbying politique, à travailler avec des associations comme le collectif PAF, Parents et Féministes. Vraiment essayer de faire en sorte que les pouvoirs publics prennent ces questions au sérieux et voilà, mettre des budgets et fassent des réformes sur ces questions-là. Sinon, on va être dans la même situation dans 4 générations. C'est comme quand il y avait la petite mesurette que Macron a mis en place sur le congé parental, qui ne changera rien aux dynamiques d'inégalité, mais
voilà, il a fait une petite mesure, donc il se dit que ça y est, c'est fait. Mais juste ça, en fait, c'est pas du tout assez. Et après, on va se réveiller en disant, mais en ayant l'impression qu'il faut recommencer le combat à zéro à chaque fois. Donc, il faut vraiment rien lâcher. Mais je pense vraiment qu'encore une fois, les mentalités, ça se change en, je sais pas, des siècles. Alors, si vous voulez sortir déprimé, n'hésitez pas, venez nous voir. Non, c'est pas vrai parce que en fait, toute la question finalement sous-jacente, c'est est-ce qu'on peut être heureuse dans un couple en sachant tout ça, en étant à l'aise avec le fait que y a des inégalités, que ça nous convient pas, mais que on doit faire avec. Et je pense que c'est clairement personnel comme réponse. Parce que, évidemment, qu'il y a des femmes qui se disent c'est pas grave, c'est comme ça, j'accepte cette part sacrificielle, encore une fois. Et d'autres pour qui, je pense, comme toi et moi, on se questionne tellement tout le temps que c'est pas évident de jouer avec les deux entités, finalement. Parce que moi, je l'aime, mon couple, mais c'est vrai que je serais plus heureuse si la personne qui vit avec moi ouvrait un peu plus ses yeux. Ouais, oui, après, je comprends aussi que moi, j'ai pas envie de. Ok, donc ça y est, j'ai pris conscience qu'il y a des inégalités, donc je divorce et voilà, et j'arrête tout et ça suffit. Et les hommes, ça suffit. Enfin, je pense que ça aussi, ça peut être violent et on n'est pas prête à ça. Enfin, l'idée, c'est quand même d'essayer de changer les choses de l'intérieur, même si encore une fois, peut-être que c'est complètement utopique. Je n'en sais rien, j'ai vraiment pas la réponse. Mais en tout cas, en l'état actuel des choses, j'essaie de faire de façon à trouver une espèce de cohérence au maximum. Et je pense que de toute façon, le bonheur, c'est un concept un peu inatteignable. On a des moments de bonheur, on a des moments de plénitude, mais c'est jamais quelque chose de constant. Donc forcément, il y a des moments où tu te sacrifies plus que d'autres. Forcément, il y a des moments où tu essaies de trouver un peu plus l'équilibre. Mais voilà, c'est un travail de vie au global, qui s'arrête jamais. Et non, j'espère vraiment que chacune trouvera son bonheur individuellement et qu'on essaiera de faire avancer les choses collectivement dans le même temps. Et qu'on arrivera à des schémas de société beaucoup plus égalitaires rapidement. Voilà, écoute, on va terminer sur ça parce que c'était bien plus... Il y avait plus d'espoir de se dire que... Oh là là, les hétéros en PLS. Mais c'est tellement profond comme sujet, ancré et vicieux. C'est un sujet vicieux, tu vois ce que je veux dire ? Ouais. Qui s'insère partout que... Ouais. C'est pas nous toutes seules qui arrivons à remettre les choses dans le droit chemin et ça serait bien que les politiques, tu as raison, s'en chargent. On a des exemples puisque dans les pays du Nord, évidemment, les sociétés sont construites différemment que dans les nôtres. Donc on sait que c'est possible. Ouais. C'est possible. Il faut une volonté politique. Tout est question de volonté. Pour l'instant, la volonté, elle n'est pas là. Donc... merci beaucoup, Ilana, de t'être livrée, d'avoir... partager un petit peu plus de ton expérience. J'espère que vous sortirez de cet épisode en vous disant ok, je suis pas seule, c'est pas moi, je peux essayer de tenter d'enlever cette culpabilité parce que vous avez bien compris que ni Ilana ni moi on y arrive vraiment, donc on peut essayer et que plus on sera à essayer de changer les choses et mieux ce sera. Merci Ilana. Ouais, merci. C'était Ilana Weisman, sociologue, autrice du livre « Ceci est notre postpartum ». Je suis Clémentine Sarlat, votre hôte. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager autour de vous ou sur les réseaux sociaux, @lamatrescence. Merci d'être si fidèle et d'être au rendez-vous après le début de cette 4e saison. Je vous souhaite surtout de prendre soin de vous. À la semaine prochaine.